Bonjour à tous, puis bienvenue au premier café conférence forestier, au deuxième, en fait, désolé, de la saison 2024-2025. En ligne, est-ce qu'on nous entend bien? Oui, Oui? OK, parfait. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, moi, je suis Justine Guélis, présidente de la FOR. Puis, j'ai avec moi de l'IFC Olivier Villemer, Anne Bernard, Jeanne Annie, et je crois que c'est tout, Nelson Tifo. Et de l'OIFQ, nous avons aujourd'hui Marc-Claude Dussault avec nous. Donc, on a quelques petits messages pour commencer. Pour le certificat de formation continue, les gens de la salle, vous devez signer la feuille de participation à l'entrée. Puis les gens en ligne, vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et vous assurer que votre nom est bien écrit dans Zoom pour que nous puissions bien vous identifier. Pour la période de questions, pour les gens dans la salle, vous avez juste à lever votre main puis on va aller vous porter un micro. Puis pour les gens en ligne, vous devez l'inscrire dans la section conversation, puis on va la lire pour vous quand ça sera le temps. Donc aujourd'hui, on reçoit Émilie Champagne, qui est biologiste, chercheuse à la direction de la recherche forestière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, au service de la sylviculture et du rendement des forêts. Ses collaborateurs et collaboratrices sont Patricia Raymond et Daniel Dumais, de la direction de la recherche forestière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, Madame Émilie Champagne est une biologiste spécialisée dans l'étude des relations cervidés-forêts. Elle a effectué une maîtrise et un doctorat à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Depuis son arrivée à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en 2018, elle s'intéresse aux effets du broutement dans un contexte sylvicole. Ses projets actuels concernent entre autres la sylviculture adaptée au changement climatique, notamment l'éclaircie précommerciale et la migration assistée. Donc, aujourd'hui, elle va faire une présentation qui s'intitule Si on les plante, s'établiront-ils? Résultats initiaux d'une expérience de migration assistée. Donc, en réponse aux changements globaux, le milieu forestier est en train de révolutionner la sylviculture en combinant des interventions connues et d'autres innovantes pour répondre à des risques changeants. L'une des mesures les plus novatrices de cette sylviculture d'adaptation est la migration assistée forestière, soit le déplacement d'espèces de populations du sud vers le nord. Le réseau DREAM le réseau DREAM, issu d'un partenariat entre chercheurs québécois et américains, vise à développer des scénarios sylvicoles pour l'intégration efficace de la migration assistée dans les stratégies d'aménagement forestier. Une première plantation expérimentale a été établie dans la réserve faunique de Port-Neuf par la Direction de la recherche forestière. Émilie va aborder les résultats initiaux de ce projet, soit les effets des traitements d'ouverture de couverts, de dégagement et de protection contre les grands herbivores sur l'état des plants 5 ans après leur plantation. Les dispositifs DREAM implantés et à venir seront également présentés. Bonne conférence! Merci pour la présentation. Je veux juste confirmer qu'on m'entend bien en ligne. Bon. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment super contente parce qu'on a eu une très grosse année dans notre équipe de recherche. Là, ça m'a rappelé là, la lecture du résumé, ce que j'avais dit que je présenterais. Ça ressemble à ça. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a implanté au cours de l'été un deuxième dispositif de migration assistée. Donc, c'est le résultat de plusieurs années de planification et d'une très grosse année de travail pour notre équipe terrain composée de techniciens et d'étudiants. De venir vous présenter les résultats du premier dispositif, je trouve que c'est une belle façon de mettre en lumière là, ce travail-là qui a été accompli. Avant de sauter à pieds joints dans la migration assistée, je voulais prendre un pas de recul et de vous parler de sylviculture, d'adaptation au changement climatique et de surtout pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui et probablement là, dans votre vie de tous les jours. C'est quand même un sujet qui est de plus en plus important. Je surprendrai personne en vous disant que la foresterie, la sylviculture au Québec s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement écosystémique. Et l'aménagement écosystémique s'inspire des processus naturels de la dynamique forestière. Sauf qu'avec les changements climatiques, on s'attend à des modifications du climat et des régimes de perturbation, ainsi qu'à l'apparition de nouveaux risques. Ici, j'ai inscrit ravageurs forestiers, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait, par exemple, des événements climatiques extrêmes qui sont extrêmement peu courants ici et qui deviendraient plus fréquents. Donc, avec cette avec cette dynamique qui change, bien, de là vient l'intérêt d'adapter notre sylviculture. Et on est extrêmement chanceux en foresterie parce qu'on dispose d'un large coffre à outils, d'actions, d'outils sylvicoles, de mesures qu'on peut voir sous un nouvel angle
de l'adaptation au changement climatique. Je vous donne un premier exemple, puis j'espère qu'il va clarifier tout ça, celui de l'éclaircie. Je vais regarder quelle heure il est, parfait, pour vous donner une idée à quelle heure j'ai commencé pour me ralentir au besoin, ça arrive que j'ai besoin. Donc, l'éclaircie pré-commerciale et commerciale, c'est un traitement qu'on utilise habituellement pour augmenter la croissance en diamètre des tiges résiduelles pour avoir un produit là, qui va chercher des meilleurs prix. Par contre, l'éclaircie, on pourrait également l'utiliser dans un contexte de sylviculture d'adaptation pour diminuer la vulnérabilité à la sécheresse. Pourquoi? Parce que diminuer le nombre de tiges permet de diminuer l'interception des précipitations, la compétition pour l'eau et d'augmenter la croissance racinaire des tiges résiduelles. Donc, voilà, c'est tout. Excusez-moi, ça fait plus d'un an que je n'ai pas présenté devant le public. Fait que là, aujourd'hui, j'étais comme, mon Dieu, ça fait un bout de temps, là, mais je vais embarquer là, sur la bicyclette assez rapidement. Donc, il y a 3 grandes stratégies d'adaptation. On peut parler d'abord de résistance et l'éclaircie, comme je vous l'ai présenté, rentrerait dans ce type de stratégie d'adaptation-là. On vise à réduire la vulnérabilité des forêts actuelles. On peut également faire des stratégies d'adaptation qui sont plutôt de type de résilience. Donc, améliorer la capacité des forêts à retourner à un certain état après perturbation. Donc, on n'empêchera pas nécessairement la perturbation de faire de la mortalité, mais la forêt va être capable de retourner à un état pré-perturbation. Finalement, et là, vous me voyez venir avec la migration assistée, on peut avoir des stratégies dites de transition, faciliter les changements écologiques et favoriser l'adaptabilité des forêts aux nouvelles conditions climatiques. C'est important de comprendre que ces 3 stratégies-là ne sont pas mutuellement exclusives. Premièrement, l'éclaircie pourrait aller chercher, par exemple, des On a perdu le son. Désolé, on n'a plus de son. Bonjour, Jean-Ligne, nous avons récupéré. Donc, la migration assistée, ça consiste, c'est de la plantation d'arbres et c'est basé sur l'idée que le déplacement des conditions climatiques se fait plus rapidement que la vitesse de migration naturelle des arbres. Donc, ici, vous avez des chiffres pour l'érable à sucre. Il a été estimé dans des études que l'érable à sucre, son habitat favorable, se déplace de 4,5 km par an, alors que la capacité de migration naturelle de cette essence-là est de seulement 1,67 km par an. Avec la migration assistée, on veut donc, par plantation, accélérer cette migration naturelle-là. Il y a différents types de migration assistée qui vont des moins, peut-être, on pourrait dire, risqués à des plus audacieux. On peut faire de la migration assistée des populations, c'est-à-dire déplacer des populations à l'intérieur de l'aire de répartition déjà existante d'une essence. On peut faire une expansion de l'aire de répartition en allant faire des plantations de migration assistée à la marge, plutôt nordique, là, de l'aire de répartition d'une essence. Et finalement, on peut faire de la migration assistée des espèces, où là, ce n'est pas nécessairement défini là, à partir de quelle distance c'est une migration assistée d'espèces, mais on s'entend pour dire qu'on est plus loin que l'aire de répartition actuelle, qu'il n'y a pas de population à proximité. Il y a par contre de nombreux défis à la migration assistée, et là, je parle pour tous les types de migration assistée. Premièrement, quelles essences et provenances, sources de semences, pour le cas de ma présentation, on va sélectionner. On peut se baser sur des choix écologiques, économiques, sur une combinaison, sur des essences qui vont être adaptées aux conditions futures. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Une fois qu'on a fait une sélection, on est super fiers. Ouais, on va aller chercher telle essence et on va aller chercher des semences qui viennent à peu près de telle région. Il faut les trouver, ces semences-là. Et ça, c'est un défi qui apparaît de plus en plus comme étant énorme pour les gens qui s'intéressent à la migration assistée. Il faut des arbres capables de produire des semences de qualité. Il faut être capable d'aller les récolter. Il faut les conserver.
Les semences de conifères peuvent se conserver habituellement beaucoup plus longtemps que plusieurs de semences de feuillus qui doivent être utilisées l'année d'après au maximum. Donc ça, c'est un grand défi. Ça amène au défi de la production de plants. Au Québec, on a un réseau de pépinières absolument magnifique qui fait l'envie de nos collègues américains, mais même nos pépinières ont des défis, qu'ils soient climatiques. On parle d'endurcissement des plants avec des automnes comme celui qu'on a connu. C'est extrêmement difficile là, de préparer les plants à l'hiver. Il y a aussi les questions de main-d'œuvre qui sont critiques. C'est bien beau, tout ça, c'est pour produire les plants, mais après ça, où est-ce qu'on va les planter? Quand j'ai parlé de plusieurs stratégies d'adaptation au changement climatique, où est-ce qu'on fait de la migration assistée? Quel type de peuplement, quel type de site on vise et où ce sera le meilleur choix pour l'adaptation au changement climatique? Et dans quel scénario sylvicole on inscrit cette pratique-là? Dans quel type de coupe on va faire de la plantation? Est-ce qu'on fait de la plantation sous couvert, de la plantation en coupe totale? Donc, pour répondre en partie à ces questions-là, parce qu'il y en a, comme vous le voyez, énormément, j'ai des collègues qui ont créé le réseau DREAM, Desired Regeneration Through Assisted Migration. Puis en fait, la définition est venue après le nom, parce que c'était l'idée de rêver grand pour un dispositif de recherche. Donc, Alex Royo et Crystal Kern du USDA Forest Service et Patricia Raymond, ma collègue, sont à l'origine de ce réseau-là, qui au départ était pensé en fait comme deux sites jumeaux, un au Québec et un aux États-Unis, qui testeraient de façon opérationnelle la migration assistée et surtout qui intégraient plusieurs disciplines ensemble pour arriver à des scénarios opérationnels de migration assistée. Donc, des aspects de modélisation, d'écologie et de sylviculture, ainsi que de physiologie. Et vous allez voir, en fait, au cours de ma présentation, là, des aspects qui vont aller toucher là, chacun de ces trois grandes disciplines-là. Le code QR que je vous ai mis aujourd'hui nous mène au site de DREAM. Je vous en reparlerai là, en fin de présentation, pourquoi vous devez absolument aller le visiter. Aujourd'hui, DREAM, c'est 9 sites expérimentaux, soit implantés, soit en cours d'implantation, soit prévus dans le futur proche, les sites du Québec ayant été financés là, par un plan pour une économie verte. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du premier site, qui est celui du lac des Amanites, qui se situe dans la réserve faunique de Portneuf, en Sapinière à Bouleau-Jaune. C'est le premier site qui a été implanté par Patricia Raymond et il a été suivi cette année du deuxième site, je vous ai parlé en introduction, du lac à Charles, aussi dans la réserve faunique de Portneuf, mais beaucoup plus au sud et dans une érablière. On a également de nouveaux collaborateurs, Sergio Rossi de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a implanté cet été un site à la forêt de Simon-Couche, et Mathieu Bouchard de l'Université Laval, qui est ici aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Qui est en train d'implanter un site à la forêt Montmorency où il y a eu des coupes cet automne. Donc, pour le reste de la présentation, je me concentre sur le site du lac des Amanites, non seulement parce qu'il y a maintenant 50 suivis sur cette plantation-là, et il y en a relativement peu des plantations de migration assistée en ce moment dans le monde qui ont 50 suivis derrière elles, mais aussi parce que le site du lac des Amanites, ça représente vraiment le dispositif DREAM tel qu'il a été pensé au début par nos trois collaborateurs. Donc, c'est un plan d'expérience factorielle en tiroir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour ceux qui seraient moins au fait? C'est simplement que les traitements sont imbriqués les uns dans les autres. On a tout d'abord un effet du couvert forestier, une plantation à découvert en coupe totale et une plantation sous couvert partiel en coupe progressive régulière de 40 de la surface terrière qui a été retirée. Cette coupe-là a été effectuée en 2016 et en 2017 pour préparer la surface de plantation. Il y a eu un scarifiage à disque, mais uniquement dans les coupes totales. Ensuite, dans la moitié de chacun de ces coupes-là, on a un traitement d'exclusion des grands herbivores avec des exclos qui ont été implantés en 2017, là, une fois le scarifiage terminé. C'est uniquement les grands herbivores là, qui sont exclus par ce dispositif-là, pas les lièvres. Vous allez le voir plus tard, ça a une influence. Finalement, sur la moitié de chacun de ces clôtures, non-clôtures-là, on a un traitement de dégagement de la végétation concurrente, qui est un traitement de
dégagement mécanique qui a été réalisé en 2020 parce que les plants ont été plantés en 2018 au cours des mois d'août et de septembre. Depuis, on a des suivis automnaux de l'état et de la croissance, ainsi qu'un suivi estival écophysiologique, et on a fait ça pour les 5 premières années. On a implanté un autre dispositif cette année. On n'a donc pas fait de suivi, mais c'est certain qu'on retourne et qu'on continue à suivre les plants. Il y a 10 000 plants à peu près qui ont été plantés. Ils sont chacun suivis individuellement, ce qui est une grande quantité de données. Puis je vous parle des plants, mais vous devez vous demander les essences. Je sais que les forestiers aiment beaucoup parler des essences. On a 9 essences différentes dans la plantation. C'est une autre caractéristique des dispositifs DREAM que de vouloir des plantations mixtes comprenant au moins des conifères et des feuillus pour aller chercher une diversité fonctionnelle. Pour ces essences-là, il y en a 3 pour lesquelles, dans le futur, on prédit que le climat va devenir défavorable à la réserve faunique de Portneuf. C'est nos 2 épinettes et le Thuya occidental. Pour 3 autres essences, le climat qui est actuellement favorable à la réserve faunique de Portneuf devrait le rester selon les projections du climat. Ce sont nos 2 pins ainsi que l'érable à sucre. Et finalement, pour 3 essences, on a un nouvel habitat. Donc, on se trouve dans les types de migration assistée qui seraient plus expansion de l'aire de répartition ou migration des espèces. C'est le cerisier tardif, le chêne rouge et le carrier ovale. Pour chacune des essences, et là, je vous promets, c'est le dernier niveau de traitement, on a 3 analogues climatiques. Et là, j'ai écrit la définition parce qu'analogue climatique, ça peut être compliqué la première fois qu'on en entend parler, là, à vraiment comprendre le concept. C'est une région, un analogue climatique, c'est une région où on va aller se procurer les semences, où le climat actuel est similaire au climat prédit pour le futur pour le site de plantation. On obtient cette information-là à l'aide de modélisation, qui ressemble à peu près à ceci. Ce que vous avez ici, c'est les sites où le climat actuel est similaire au climat prédit pour 2050, selon un scénario d'émission RCP 8.5 pour la réserve faunique de Portneuf, ici indiqué là, par le lac des Amanites avec notre petit carré. Plus c'est foncé, plus le climat actuel est similaire au climat prédit pour le futur. Donc, nous, on a un analogue de mi-siècle, 2050, un analogue de fin de siècle, 2080. Puis, il y a plusieurs scénarios d'émissions qui ont quand même été consultés. Ce n'est pas juste le 8.5. Ici, vous avez les sources de semences qui ont réellement été utilisées dans le premier site de migration assistée. Donc, en vert, vous avez des semences qui représentent le climat actuel. Donc, c'est similaire à la réserve faunique de Portneuf. C'est sûr que pour nos essences là, qui ne sont pas actuellement dans la réserve, on a dû aller un petit peu plus loin, comme sur la rive sud de Québec. En jaune-orangé, vous avez l'analogue de mi-siècle, donc le climat prédit pour 2050 à la réserve faunique de Portneuf, donc le sud du Québec. Et finalement, pour notre analogue de fin de siècle, 2080, on a des semences qui nous viennent un petit peu du sud du Québec, mais surtout du nord-est des États-Unis et de la Nouvelle-Écosse. Je vais vous montrer quelques photos parce que je trouve que c'est extrêmement parlant. On a fait beaucoup de visites au site et à chaque fois, là, ça parle beaucoup plus que simplement des chiffres. Vous avez ici, en 2018, les plants, une fois qu'ils ont été livrés, ils ont tous été produits dans les mêmes conditions à la pépinière de Berthier par des experts. Honnêtement, ils sont absolument incroyables dans ce qu'ils sont capables de faire. Et on avait une très belle réception de plants qu'on a livrés à Duchesnay avant de les transporter au fur et à mesure à la réserve faunique de Portneuf. 2019, donc on est l'année suivant la plantation. Vous avez à la gauche une petite épinette avec une des fiches au bout duquel on ne la voit pas, mais il y a une étiquette qui identifie individuellement chacun des plants qui a été planté. Et à droite, vous avez la coupe totale. Et on le voit là en marge, là, à gauche, un peu de l'exclos là, de cette coupe totale-là. En 2021, donc quand même, là, on est 4 ans après la coupe, si je calcule bien. Vous avez à gauche la coupe progressive régulière où 40 de la surface terrière a été enlevée. Chacune des petites tiges oranges là, présente un plan
S'il y en a des vides, c'est que le plan n'a pas survécu. Et à droite, vous avez la coupe totale. En premier plan, la zone où il y a eu dégagement de la végétation. Puis là où il y a une espèce de mur de cerisier de Pennsylvanie, bien, l'endroit où il n'y a pas eu de dégagement mécanique, bien entendu. 2024, la photo à gauche a été prise cet automne et le magnifique paille rouge qu'on voit au centre, c'est un des arbres qui a été planté. Et à droite, vous avez une photo en coupe partielle, puis en premier plan, un chêne rouge là, qui profite extrêmement bien de sa situation. C'est certain que je vous ai pris des belles photos, là, mais il y a énormément de beaux arbres dans cette plantation-là. Et ça m'amène à vous parler, 5 ans plus tard, comment vont les plants. Mes collègues et moi, Daniel Dumais et Patricia Raymond, on est en train de préparer ce qu'on appelle notre trilogie d'articles. Donc, Daniel s'intéresse au côté d'acclimatation via un suivi écophysiologique. Patricia a regardé la survie et la croissance 5 ans après. Et je m'intéresse à la question des dommages, parce qu'il y a quand même des éléments perturbateurs dans ces plantations-là, et leur impact potentiel sur la survie. Aujourd'hui, je vais vous faire, pour des questions de temps, là, quand même un tour rapide des résultats de chacun. Mais on a eu une excellente nouvelle hier. Daniel a reçu une décision sur son article. Et s'il fait tout ce qui est demandé, on devrait avoir en 2025 un bel article pour vous à lire sur l'acclimatation et le suivi écophysiologique. Donc, survie, c'est souvent ce qui nous intéresse le plus là, quand on parle à premier abord, quand on parle d'une plantation de migration assistée. On a une survie générale qui a de beaucoup dépassé les attentes. À part le carrier, je vous en parle dans un instant, on est à 80 % de survie des plants pour toutes les essences. C'est ce qui est quand même très important. Le carrier, d'un, c'est une espèce qui est déplacée un peu plus loin, donc on peut s'attendre à ce que ça fonctionne peut-être moins bien. C'est aussi une production dont on ne savait pas, mais qui prenait 2 ans. C'est le seul plant qui a été planté à racines nues, puis il a été planté une année après les autres. Donc, il y a plusieurs choses là, qui peuvent expliquer une survie différente. Il y a des effets des traitements de coupe, dégagement d'exlo et certaines différences en analogue climatique, mais pas pour toutes les essences. Il n'y a comme pas de patron global qui ressort. En fait, pour la survie, peut-être qu'il y a une question de coupe. Je ne vais pas m'avancer plus loin. J'ai oublié de regarder ça hier. Je voulais surtout vous parler de la croissance. En coupe totale, c'est clair, la majorité des essences poussent mieux. Elles ont plus de lumière. Il y a une meilleure croissance en hauteur pour presque toutes les essences. Et il y a une meilleure croissance en diamètre au collet pour tous. Elle est de 3 à 4 fois plus importante là, chez les résineux. Je vous montre ça en chiffres et je vais prendre le temps d'expliquer les graphiques parce qu'ils sont un peu complexes. Donc, vous avez l'érable à sucre, l'épinette blanche et l'épinette rouge pour servir d'exemple tout simplement. Le graphique présente l'accroissement annuel moyen de diamètre au collet en millimètres. À gauche, pour chacune, c'est la coupe totale et à droite, on a la coupe progressive. Les lettres différentes expriment là, des différences statistiquement, statistiquement significatives entre les traitements. Et je vous ai également représenté ici, en fait, l'interaction entre la coupe et le dégagement en bleu dégagé, en rouge non dégagé. La forme de violon, c'est la distribution des données brutes. Et le point et l'intervalle, c'est la moyenne du modèle avec son intervalle de confiance. Donc là, on possède toutes les clés pour comprendre cette figure. Ce qu'on voit pour les rabats à sucre, c'est qu'on a fait du traitement de coupe, une légère différence, un accroissement qui est plus important en coupe totale qu'en coupe progressive. Pour l'épinette blanche et l'épinette rouge, on a une interaction avec le traitement de dégagement et les meilleurs accroissements annuels moyens se trouvent en coupe totale pour les plants dégagés. La coupe, c'est ce qui a le plus grand effet. Il y a, selon les essences, encore une fois, des effets des autres traitements et des différences entre les analogues climatiques. Mais pour vous illustrer les différences entre les analogues climatiques, j'avais envie d'aller piger dans l'article de Daniel sur l'écophysiologie. Et je ne suis pas une experte, il n'est pas là pour répondre aux questions, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer que le potentiel hydrique du xylème, c'est une mesure qui nous indique la capacité potentielle à tolérer les sécheresses de nos plants. Et plus la mesure est positive, plus il y a une grande capacité à tolérer les sécheresses. En coupe progressive, il n'y a pas de différence entre nos analogues.
notre actuelle, notre source de semences là, autour de la réserve faunique de Portneuf, notre analogue 2050, notre analogue 2080. Mais en coupe totale, on voit qu'on a des valeurs plus positives pour notre analogue de mi-siècle et notre analogue de fin de siècle, ce qui suggère que ces analogues-là auraient une meilleure capacité à tolérer les sécheresses. Je vous ai montré ce graphique pour l'érable à sucre. Cette relation-là, elle est vraie pour nos 3 essences feuillues, donc, qui ont été étudiées dans l'écophysiologie, le cerisier tardif et le chêne rouge. Et là, je vais vous parler du côté qui, moi, personnellement, m'intéresse et occupe mes journées d'avant Noël et certainement de janvier, c'est-à-dire les perturbations expérimentées par ces arbres-là. Donc, il y a du broutement, bien entendu. Il y a du gel tardif, mais il y a aussi des pathologies fongiques, la rouille, la perte de tige apicale pour des raisons qu'on n'est pas toujours capable d'identifier, des bris mécaniques, toutes sortes de choses. Les dommages dépendent fortement de l'essence considérée. Ce que vous avez ici, c'est un graphique où plus la surface est grande, plus cette perturbation-là a été recensée pour ici l'épinette blanche et l'épinette rouge. Ce n'est pas sur le total des plants, c'est vraiment sur le total des perturbations recensées. Donc, on voit que pour les épinettes, c'est vraiment la perte d'aiguille qui domine. Mais après ça, on a des différences dans ce qu'on peut observer. Et là, j'ai pris 2 essences qui sont très proches. Quand on regarde, par exemple, le chêne rouge, que je vais vous montrer un peu plus tard, c'est complètement différent dans le type de perturbation recensée. Et moi, ça m'a amené à la question de la relation entre ces dommages-là et la survie. Vous avez ici sur un graphique, en fait, la progression. C'est le même type de graphique, mais pour chaque année, où vous avez des plants qui apparaissent comme sains lorsqu'on va sur le terrain, ils semblent en santé, des plants perturbés et des plants qui sont morts. Et moi, je me demande, OK, on voit des perturbations entre l'année 1 et 5, mais à quel point ça indique, mettons qu'on y va à l'année 1, qu'il va y avoir une mortalité à l'année suivante ou dans 2 ans. Je vous présente la même chose, mais d'une façon un peu différente, dans une progression temporelle. Et là, je vais vous permettre de boire, ça va vous permettre de regarder. Donc, sur le nombre total de plants, vous avez, encore une fois, mes segments sains, perturbés et morts et le flux entre chaque section. Je vais zoomer, je voulais juste vous montrer l'ensemble pour voir que la majorité des plants vont très bien dans le cas de l'épinette blanche. Mais ici, vous avez les transitions d'état et on pourrait penser que si on voit du dommage ou des perturbations sur ces plans-là, c'est ces plans-là qui vont aller faire grossir le segment mort de la population. Ce n'est pas ce que le graphique nous indique du tout. Vous voyez ici, c'est le passage de sain à mort, le passage de perturbé à mort. Je m'excuse, ma gorge pique. Donc, ce n'est pas nécessairement nos plants perturbés qui vont mourir. De ce graphique-là, moi, je retiens qu'il y a une mortalité progressive similaire d'année en année, qui n'est pas nécessairement liée aux éléments perturbateurs que nous identifions. C'est une analyse qui est visuelle, qualitative. Je suis en train de travailler à quantifier les probabilités de survie et les transitions entre ces différents états-là avec des modèles multi-états. Les modèles multi-états nous viennent du milieu médical surtout, puis ils nous aident, par exemple, à évaluer la progression d'une maladie. Donc, si on est malade, combien de temps on va rester dans le stade malade avant de mourir? Et ce n'est pas très joyeux, mais c'est très pratique pour nos plants. C'est une bonne analogie. Bon, je vous montre un autre exemple, le cas du chêne rouge, où on a beaucoup plus de plants qui ont des perturbations, mais sinon, c'est assez similaire. Une mortalité progressive et des transitions entre les états là, de perturbé à sain, c'est le party, ça change beaucoup, mais ce n'est pas le segment perturbé qui vient faire grossir notre segment de mortalité. Et pourtant, on sait qu'il y a eu du gel tardif en 2020. En 2021, au printemps 2021, on le sait parce qu'on faisait un suivi phénologique pour le projet d'une étudiante. Donc, on a pu l'observer en temps réel. Et ce gel-là ne semble pas être associé à de la mortalité. Les analyses vont permettre d'aller plus loin, mais on va investiguer ça. Le gel tardif a créé beaucoup de têtes mortes chez le chêne rouge.
Bon, j'ai été malade tout le mois, tout l'automne, en fait. Fait que c'est ce qui explique la gorge qui part. Le chêne rouge, le gel tardif, a créé beaucoup de têtes mortes. Et je suis particulièrement intéressée à voir comment le traitement de coupe va affecter ces transitions-là. Parce que on a déjà fait, en fait, une étudiante dans son projet de fait d'études, qui est ici aujourd'hui, Anne-Julie Parent, a évalué la proportion des chênes ayant subi du gel, soit en coupe totale ou en coupe partielle. Et on voit que c'est la quasi-totalité, en fait, la quasi-totalité des dommages par le gel se trouvait en coupe totale. Donc, on soupçonne qu'il va y avoir un effet sur les transitions à suivre. En résumé, là, heureusement, j'arrive à ma dernière diapositive, puis je vais pouvoir me remettre pour vos questions. On a des résultats plutôt encourageants quand on parle pour la migration assistée. On a clairement une capacité à déplacer des provenances, puis une capacité à déplacer des essences. On a des cerisiers tardifs qui ne sont pas dans la réserve faunique de Portneuf qui vont très, très, très bien. On pourrait utiliser les traitements silicoles pour diminuer les stress et favoriser l'acclimatation, comme les questions de gel et de coupe. Sauf que c'est un seul site. Vous avez vu, il y a plusieurs sites qui s'en viennent. Et Sergio Rossi, à l'Université du Québec à Chicoutimi, a obtenu un financement à Alliance qui va nous permettre d'étudier d'autres aspects, aussi à l'Université Laval. Et je vous invite là, vraiment à visiter le site car il y a plusieurs projets de maîtrise et de doctorat actuellement offerts. Ma voix va se remettre. Je vais être capable de répondre à des questions. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Émilie. Il y avait 215 personnes en ligne, fait que merci beaucoup. Ça va être la période des questions maintenant, fait que c'est sûr, si jamais vous voulez poser une question dans la salle, je peux vous emmener le micro. Puis sinon, en ligne, on va les lire quand il y en aura plus dans la salle. Bonjour, Émilie. Allô? Merci pour ta présentation, super intéressant. J'ai une question plus technique sur vos analyses. Oui. Qu'est-ce que vous incluez dans vos modèles? Est-ce que vous descendez jusqu'à l'essence et jusqu'à l'analogue climatique en incluant tous vos niveaux de traitement dans le même modèle pour ensuite séparer tout ça? Ou bien vous commencez d'entrée de jeu avec des analyses par essence où vous comparez les analogues climatiques? Le dispo n'a jamais été fait pour mettre les essences dans une même analyse. Ce serait... Mon Dieu, je pense que ce serait impossible. Par contre, tous les traitements sont mis. Vraiment, dans une méthode formelle de dispositif expérimental. Okay. Mais des analyses par essence? Oui. OK, merci beaucoup. Par contre, pour ce que je prépare, les analyses multi-états, je ne serai pas capable de tout mettre. Parce qu'il faut un certain nombre de transitions. Et là, ça va si on sépare en coupe, si on sépare en dégagement. Il faut des transitions entre sain à perturbé, perturbé, mort, tout ça. Puis, on ne l'aura pas si on fait les interactions. Merci. Aubin Assonfac de la Direction générale de la production des semences et des plants forestiers. Merci pour cette belle présentation. Dans les différentes perturbations que vous avez fait voir, on n'a pas vu les risques de subir des gels à l'automne, par exemple. Vous avez plus parlé des gels tardifs. Vu la portée de déplacement quand même, parce que c'est des grosses portées de déplacement qui pourraient aller à plus d'1 degré de latitude vers le nord, on pourrait s'attendre à ce que les provenances qui viennent du sud puissent justement ôter plus tardivement que les provenances locales. Alors, est-ce que vous avez dans votre ligne de mire l'évaluation aussi du risque de subir des gels à l'automne plutôt que, du moins, ceci viendrait s'ajouter au risque de subir des gels au printemps, comme vous l'avez fait voir tantôt par les gels tardifs? Merci. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ce risque-là peut être important aussi. J'ai mentionné le gel tardif parce que c'est lui qu'on a observé. Puis c'est parce qu'il y avait des étudiants là qu'on a pu l'observer. Nous, on ne prévoit pas l'étudier, mais je crois que Sergio Rossi, à Chicoutimi, va le faire. C'est vraiment son domaine.
puis Annie Deslauriers aussi qui est dans le projet. Je vais poser une question en ligne. Donc, quelqu'un a dit, peu d'informations ont été transmises sur les sols. Ceux-ci ne deviennent pas un frein à pousser une migration d'espèces. On se fait tout le temps poser cette question-là. C'est une excellente question. Moi, je ne suis pas une experte de sol. Oui. Oui, surtout que je ne parle pas fort. Donc, je disais que c'est une excellente question qu'on se fait souvent poser. Moi, je ne suis pas une experte de sol. Mais l'idée de tester ces essences-là, c'est aussi de tester cette possibilité-là. Est-ce que les sols sont capables? Après, la façon dont Patricia Raymond a pensé les sites au Québec, c'est aussi une question de où est-ce qu'on ferait de la migration assistée. Puis, le premier site au lac des Amanites, c'est un site qui a été altéré par les coupes passées, mais qui a une bonne productivité possible basée sur les sols. Et c'est une idée pour promouvoir la migration assistée. On investit énormément, comme je l'ai montré, pour aller chercher les semences, pour produire les plants. C'est du travail qu'on ne peut pas gaspiller. Donc, d'aller chercher des sites qui ont une bonne productivité possible, c'est une façon de le faire. On a d'autres questions en ligne, là. Ah, OK, je vais en prendre une autre. Juste un petit commentaire. Est-ce que vous considérez le type de sol, ou bien caractériser le sol dans la modélisation? Peut-être que c'est une bonne façon de corriger pour l'état des milieux quand tu fais les diapositives. Hein? Ce serait une façon intéressante. Ça n'a pas été fait. La modélisation d'analogue a été basée sur des facteurs climatiques uniquement. Oui. Oui, non, c'est vrai, mais je trouve que c'est très pertinent. Merci pour cette belle présentation. Moi, je pense que, je l'ai déjà dit à d'autres conférences ou des sorties sur le terrain récentes, je pense qu'on doit continuer à étudier l'auto-écologie des essences beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Je prends un exemple concret que j'ai eu l'occasion d'observer en forêt chez moi. C'est avec le cerisier tardif. Ce que je connaissais par exemple du cerisier tardif, ok, c'est une espèce qui n'est pas nécessairement commune, mais qui est associée à l'érablière à bouleau jaune, l'érablière à tilleul, l'érablière à austrier. Sauf que j'en ai trouvé à quoi 240 mètres d'altitude, carrément poussant dans des marécages, donc site avec des nappes phréatiques quand même assez élevées, comme j'en ai trouvé la semaine dernière dans la neige à 510 mètres d'altitude. Ils n'ont pas le même look, mais je peux te dire que celui à 510 mètres d'altitude, il était d'une beauté, c'est hallucinant. Okay, sur site, extrêmement sec, drainage rapide, xérique, puis son petit copain à côté, là, c'est le chêne rouge. Donc, tu sais, venir dire qu'on connaît les espèces, non, c'est pas vrai. On ne connaît pas exactement, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils fonctionnent le mieux. Je parle de beauté de l'arbre, hein, je parle de qualité sillage déroulage. Là. Okay. Je pense que c'est avec des études comme celle qu'on fait qu'on peut continuer à augmenter nos connaissances sur les espèces, notamment des suivis écophysiologiques comme mon collègue le fait, mais aussi des suivis sur l'état, puis éventuellement suivis sur l'effet des perturbations sur leur croissance. Merci, Emily, pour la présentation. Est-ce que dans les nouveaux sites qui sont en train d'être plantés ou planifiés, Simon Couche et Fort Montmorency, est-ce qu'on prend toujours la même stratégie des stations qui étaient dégradées d'une certaine façon, qu'on veut restaurer? Et est-ce que tu penses que ça devrait être la stratégie générale pour la mise en œuvre de la migration assistée? C'est une bonne question, Alison. Les sites sont différents. Le site à Simon-Couche est une peuplerie issue de feu. Je ne suis pas sûre que je peux parler de l'altération au nom du milieu. L'idée aussi d'avoir des sites qu'on appelle satellites, c'était un peu d'aller chercher des problématiques locales de d'autres milieux. Le design à Simon-Couche ressemble beaucoup à celui du lac des Amanites. C'est très similaire, une coupe partielle, une coupe totale. Des exclos, je ne sais plus pour le dégagement là, à ce niveau-là. Le site de la forêt Montmorency puis le deuxième site de la réserve faunique de Portneuf sont assez différents.
pour s'adapter au type de peuplement qu'on a, puis au type de régime sylvicole là, qu'on y trouve habituellement. On n'est pas allé faire, nous, en érablière, on n'est pas allé faire une coupe totale, on est allé faire des coupes des trouées, est-ce qu'une coupe progressive. Après, la partie de ta question, est-ce qu'on devrait viser des sites altérés par les coupes passées? Je pense que c'est une partie de la stratégie. Mais il va falloir penser de façon globale comment on l'intègre, la migration assistée. Il faut savoir aussi, Aubin, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui, mais la DGPSPF fait déjà de la migration assistée, en fait, pour les essences pour lesquelles on a des tests de provenance, qui sont les grosses productions. Il y a déjà du déplacement des sources de semences qui se fait. Donc, c'est une partie de la stratégie qui est plus, je dirais, on va dire conservatrice, peut-être pas exactement le bon mot, mais c'est d'aller progressivement en se basant sur des données extrêmement précises de tests de provenance. Donc, ça, c'est une façon de l'appliquer aussi. C'est de la migration assistée, même si on ne l'a pas dit nécessairement de façon large. On a une autre, plein d'autres questions en ligne. Donc, il y a quelqu'un qui dit bonjour. Oups, désolé. Pour la coupe progressive, est-ce qu'elle a été réalisée en directive opérationnelle ou martelée pour garder une répartition des essences d'intérêt ou encore contrôler l'ouverture et ainsi permettre le reboisement par la suite? Je ne suis pas ingénieur forestier en ce moment. Je suis en processus et je n'étais pas là lorsque la coupe a été faite. Donc, je vais faire attention à ma réponse. C'est Patricia Raymond qui a fait les directives de martelage. Donc, c'est des vêtements de façon vraiment régulière pour permettre d'avoir des sites. Après, on a quand même planté selon un patron systématique. Donc, chaque plan n'est peut-être pas dans un site idéal. On va le dire comme ça. J'espère que ça répond à la question. Oui, puis je pense que Patricia, elle Ah, aussi... ouais, c'est ce que j'espérais. OK, ben, je vais lire la réponse. Patricia dit que c'était une directive de coupe progressive régulière assez standard avec espacement uniforme, martelage négatif des essences peu longévives et des arbres faibles et peu vigoureux. Quelqu'un d'autre demande, est-ce que la loi permet la migration assistée sur terre publique autrement que pour des sites expérimentaux? Comme je l'ai répondu un peu avant, dans ce qui se fait en termes de reboisement, de production de plants, pour les essences pour lesquelles il y a des tests de provenance, et là, c'est mes collègues en génétique à la DRF qui pourraient répondre là, de façon plus détaillée, il y a une certaine migration des sources de semences, là, certains déplacements pour suivre l'évolution des conditions climatiques. À ma connaissance, là, légalement, il n'y a rien qui empêche vraiment quelqu'un de faire une migration assistée. Mais en terre publique, je veux dire, c'est les sous de tout le monde qu'on plante. Donc, on y va de façon raisonnable. Donc, on essaie en ce moment, avec un projet comme celui-ci, de développer le plus nos connaissances pour pouvoir faire des recommandations pour nos aménagistes qui puissent l'intégrer éventuellement aux pratiques. Je ne pense pas qu'on est là, aujourd'hui. On a une autre question qui demande comment avez-vous mesuré la migration naturelle? Cette migration s'appliquerait-elle aux espèces animales comme le caribou? Je ne peux pas vous répondre comment la migration naturelle a été mesurée. Ce n'est pas un article que moi j'ai écrit, là, puis ça fait un moment que je l'ai lu. La migration naturelle des espèces arrive aussi, mais vous prenez l'exemple du caribou, puis j'ai dans une vie passée été une biologiste de caribou, et je peux vous dire, c'est pas le même type de migration qu'on parle. Là, le caribou, on parle d'une migration qui est saisonnière, récurrente, qui se passe sur une année pour aller chercher des sites qui sont favorables à certaines phases de l'année. Quand on parle de migration naturelle des arbres, on parle plutôt d'une migration là, qui va suivre les conditions climatiques et on est encore dans une ère post-glaciaire où il y a une continuité là, de cette migration-là pour suivre le changement qu'il y a eu des conditions climatiques. Donc là, on parle plus d'un mouvement, dans le cas de migration assistée, une migration naturelle, d'un mouvement qui est directionnel pour suivre des conditions climatiques qui changent de façon permanente, pas quelque chose qui est récurrent. Cool, merci beaucoup. Puis on en aurait une dernière là, en ligne. Est-ce que le carrier cordiforme ne serait pas plus pertinent pour l'étude puisqu'il est plus fréquent dans les érablières à carrier cordiforme? C'est une très bonne suggestion.
Les choix ont été faits, vous savez aussi, il y a toutes sortes de considérations qui ont été prises en compte. Il y a des questions, il y avait des questions de la valeur économique et écologique des essences. Je crois que le Carrier avait notamment été sélectionné pour ses valeurs fauniques possibles. Mais après, on tombe aussi dans est-ce qu'on est capable d'acquérir des semences? Est-ce qu'on est capable de les produire? Je dirais que les gens à Berthier sont capables de produire à peu près tout, mais il y a des choses qui sont plus compliquées, qui demandent plus de ressources, donc il faut y aller dans ces contraintes-là. Juste pour vous donner un exemple, cette année, en fait, cette année, dans les 2 dernières années, pour la plantation au Lac-Achard, ils ont produit de la pruche et c'est la première fois là, qu'ils en faisaient. Et on a eu des superbes plants là, de pruche. Mais c'est ça, il faut le choix des essences, on en a beaucoup qui ont été brassés, notamment pour le 2e site, mais il faut y aller avec ce qui est possible d'acquérir, de produire également. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en salle ou en ligne? Ma voix est revenue, là. C'est correct. Toutes mes excuses pour ceux à distance, ça ne devait pas être agréable. Bon, ben, merci beaucoup, Émilie. C'est la fin du Café Conférence Forestier. On vous remercie pour votre présence et d'avoir participé en si grand nombre. Puis, le prochain Café Conférence, ça va être le 28 janvier 2025. Puis, surveillez vos courriels pour plus de détails. Puis, l'enregistrement de la présentation va se trouver d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou sur le site de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Merci beaucoup, puis bonne journée. Merci, Émilie.